On fait ça en chargeur. Peut-être de vous les nouveaux là, comment? Chargeur. Le nouveau. Non, ça c'est. Qui a le chargeur ici là? Non. Ah oui, téléphone. Non, ça va. C'est pas dans le bureau, c'est pour ça. Non, c'est dans mon bureau. Je n'ai pas où m'appeler. Ça va chaque fois. On a déjà décidé. Bon. On a déjà décidé. Alors donc, je disais pour ceux qui sont en ligne que je ne sais pas si vous avez écouté, mais si vous n'avez pas de notion de longitude, latitude, comme l'a expliqué le docteur Akablash ici, il faut vous y mettre. C'est une notion très, très importante pour nous, les géomaticiens que vous voulez devenir. Si vous n'avez pas à vous mettre, pas la notion de longitude, latitude, et que ce n'est pas la peine d'être géomaticien. De toute façon, il y a des cas à donner si je l'apprends maintenant. Quand vous allez finir ce coup-là, alors donc, je disais que seul, dans l'histoire, quand on écoute, vous voyez que même les Arabes ont pu avoir le quart. Si vous multipliez par sa carte, vous n'êtes pas loin des 40 000. N'est-ce pas? Ici, ils l'ont trouvé pour le quart du méridien, 11 000. Alors que l'autre avait trouvé 40 000. Donc, si vous multipliez par 4, vous voyez que vous n'êtes pas loin aussi de. On sera à 44 000, il n'est pas aussi loin. Vous, cette période-là. Vous savez que même nous, malgré toute la technologie qu'on a, il y a des erreurs, les précisions avec des erreurs. Alors, près de 2000 ans plus tard, on a Jean Faral, un mathématicien astronome, qui va trouver quoi? 10 000 aussi pour le quart. D'abord, donc 10 000 multiplié par 4. Ensuite, Jean Michel donc va remarquer en 1672, à partir de la longueur du pendule, ça va, il va utiliser, ouais, pourquoi on parlait des génies. Lui, il va essayer de justifier le fait que la Terre soit quoi, ne soit pas plate. Ça va aussi, il va argumenter celui de l'Aristotèle. Donc, il va prendre une pendule à Cayenne, et puis l'autre, je pense que ça, c'est les extraterrestres, et puis l'autre. C'est pas la même chose, c'est différent même. C'est sur différentes attitudes. Voilà, et il va prendre l'autre à Paris. Et il va remarquer que la seconde là n'a pas la même distance que par une seconde. Ça va? Vitesse du battement. Donc, le pendule là, il va prendre, vous allez voir qu'une seconde, à un endroit, ça va plus vite que l'autre. Et là, il va pouvoir, avec ses autres arguments, on va pouvoir décider si ça ne va pas de la même façon, c'est qu'ils ne sont pas à la même attitude. On n'est pas à la même latitude, la Terre n'est pas plate. Parce que si la Terre est plate, on allait tous être à la même latitude. C'est bon? Donc, lui, il va prendre ça aussi. Donc, il va ensuite, et puis on va avoir maintenant le grand Isaac Newton. Ça va, c'est vrai que ça, personne d'ici ne va pas me dire qu'il n'a pas entendu parler de ça. C'est qu'il n'a pas fait ici, il n'a pas eu pas. La vie n'est pas comme. Parce qu'au moins, on vous a dit qu'on a dit, on a donné l'unité Newton, on vous a dit c'est qui au moins, non? Voilà. Et lui, avec ses calculs, il va ajouter quelque chose. Quoi? Parce que les autres ont estimé que la Terre était une sphère parfaite. Et lui, il va lui aussi, avec cette théorie, il va trouver que la Terre est une sphère parfaite. Parce que et puis à la fin, on va arriver, on va voir le fameux géoïde qui va montrer que même la Terre comme une orange qui est contrôlée de partout. Ça va? Mais on va utiliser la forme mathématique, la forme idéale, la forme mathématique. Sinon, elle n'est pas aussi belle. Bon, je pense. Effectivement, je voulais ajouter effectivement, c'est que pour celui qui dit que c'est très, très important. Il a dit quelque chose de très important.
il a dit qu'on va considérer la Terre comme étant parfaite pour pouvoir faire quoi? Des calculs. Pour pouvoir faire des calculs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de la forme de la Terre, il y en a deux surfaces qu'on utilise. C'est bon? La première surface, c'est la surface mathématique. Cette surface mathématique-là, c'est tel que nous allons utiliser pour pouvoir faire tout ce qui est calcul, détermination de coordonnées. Quand on va parler de coordonnées, que ce soit sphérique, qu'on va utiliser peut-être en physique ou en mathématiques, et pas là-bas, mais coordonnées qu'on va utiliser en géométrie, que ce soit géographique, cartésienne, plane, automatiquement, il faut se référer au modèle mathématique. Et ce modèle mathématique-là, c'est quoi? C'est la sphère et l'ellipsoïde. J'ai toujours dit que quand on compose un sujet, on dit, on considère l'ellipsoïde qu'on assimilera à une sphère. C'est bon? Pour pouvoir faire les calculs. Ensuite, pour ça, parler d'une orange pourrie qui va définir aussi une autre forme de la Terre qu'on va appeler le géoïde. Et cette surface-là sera la surface physique. Ça, c'est la deuxième surface. Donc, première surface, surface mathématique. Deuxième surface, surface physique. Et quand on parle de surface physique, automatiquement, il faut avoir un géoïde. C'est bon? L'autre, on avait un système de calcul pour la détermination des coordonnées. Mais pour le géoïde, c'est les calculs pour la détermination des altitudes. Pour la détermination des altitudes, je reprends. Le géoïde, on va l'utiliser pour la détermination des altitudes. À ne pas confondre avec la hauteur. Parce qu'il y a une différence entre hauteur et altitude. C'est bon? Donc, c'est cette précision-là que je voulais ajouter pour l'instant. Oui, pendant qu'on y est, on va procéder. D'abord, il a parlé de calcul des altitudes. Alors, l'altitude se prend à partir de quoi? Quelle est la référence à partir de quoi? Le niveau de la mer. Le niveau Moyen de la mer. moyen, bien le niveau zéro de la mer. Et ce niveau-là n'est pas le même partout. Ça va? Chaque endroit a son niveau. Donc, par exemple, aussi simplement, quel est. Parce que si ce niveau n'est pas le même, c'est qu'à des endroits, ce niveau-là est bas, à des endroits, ce niveau zéro est plus haut. Alors, à votre avis, quel est celui qui a le niveau le plus bas? À quel endroit on trouve le niveau moyen le plus bas? Sur la Terre. Ça, c'est une question d'info. Ah, c'est quoi, là? Oui. Non. Oui. Une personne, oui. Bon, monsieur, le niveau de la mer est lié à la Lune. Le niveau de pôle Nord. Le niveau le plus bas de la Terre. En Côte d'Ivoire, pour ceux qui ont fait géologie ou bien, c'est pas ceux qui font du plan de là. On dit vers Viridique, bien, je ne sais pas quoi. Là. Moi, je connais pas. On dit les. C'est bon? Mais c'est tout ça qu'on dit, des temps par rapport à quoi? Par rapport à un niveau qui est le niveau 0. Donc, lui, on ne connaît pas. C'est voilà. Mais des pays, ok. Donc, les pays, ici, c'est au niveau des pays, on a le pays au Hollande, qui est vraiment. C'est ce que je voulais, c'est à là que je voulais amener. Dit aussi simplement, où est que l'Hollande vient, c'est comment on appelle ça? Les Pays-Bas, moyen 40, moyen 46, 47. Ils mettent au-dessus du niveau. Voilà. Donc, chacun.
On a qui est à son niveau zéro, à partir duquel on est. Bon, comme il le disait, le tout-temps fond, en fait, c'est pas le tout-temps fond. C'est qu'au moment où les gens ont donné le nom, la technologie ne pouvait pas envoyer les sons jusqu'au fond. Les zones qu'on faisait partie, à un certain moment, les zones ne revenaient plus parce qu'ils n'avaient pas la capacité d'aller plus loin. Donc, ils ont appelé ça sans fond parce que les zones ne partaient pas. La mesure de l'eau, c'est quoi? On va envoyer les zones qui vont frapper la surface du fond et ça va revenir calculer en fonction de la distance. Et à ce niveau, ils n'avaient pas ça. Donc, ils ont appelé ça tout sans fond. Si tu estimes que ton fil va jusqu'à 2000 mètres en heure, jusqu'à 2000 mètres, il ramène quelque chose, mais après 2000 mètres, il ne revient plus, il est fatigué. Donc, tu dis que c'est un touche sans fond. Mais après, la technologie a montré qu'en fait, c'est un camion. Voilà, il descend, il continue à descendre. Sinon, le point le plus bas se trouve à environ moins 11 000 et quelques kilomètres. Bon. Ouais, là, c'est mal. Là, c'est toujours les journaux qui C'est le et le point le plus haut. Voilà, c'est pas l'Everest. L'Everest, c'est Aimant. L'Everest, c'est Aimant. Le sommet de l'Everest, parce que si je commence à monter à 2000, je suis sur l'Everest. C'est bon? Donc, c'est le sommet, en fait. Non, Everest, qui est le point le plus haut. Donc, si je continue, j'étais à oui, c'est au niveau des niveaux là. C'est vrai qu'il a donné le truc du zéro. Alors, donc, après ça, il a juste posé la question de savoir quelle est la différence entre hauteur et altitude. C'est très important aussi. Parce qu'il ne faut pas aller dire à quelqu'un, c'est le truc là, le point là, c'est tout là. On a pris les points, on a pris l'altitude, l'altitude, et puis on a pris la hauteur. Moi, tu viens, tu travailles dans ma boîte, tu viens me dire que le troisième, que c'est la hauteur, tu peux les chasses. On a dit l'altitude, c'est par rapport au niveau zéro. La hauteur, en quelque sorte, c'est une différence entre deux altitudes. Bon, je peux le dire tout simplement. Parce que si je prends, bon, c'est vrai que pour l'homme, on dit ça taille. Je prends, il y a un qui se trouve ici, une altitude qui se trouve ici, au sol. C'est bon? C'est par rapport au niveau zéro de la mer qu'on va donner. On va dire ça fait 200 mètres. Ça va? Le second point qui est sur la table, on dit non, par rapport au niveau zéro, il fait 300 mètres. Pour trouver la hauteur de cette table-là, on va faire l'altitude de 300 mètres moins l'altitude de 200 mètres. Ça fait 100 mètres de hauteur. C'est bon? Donc, la hauteur, elle est différente de l'altitude. Et ça, c'est une différence. C'est très important. Ce que je voulais ajouter aussi, quelque chose avec cette histoire de hauteur-là. C'est que, vous avez vu, on avait dit en deux surfaces. L'autre, mathématique, l'autre physique. Lorsque vous allez utiliser un GPS différentiel ou un GPS rotatif, c'est vrai qu'au niveau du GPS rotatif, on parle de altitude, mais ce n'est pas l'altitude, c'est la hauteur. C'est bon? Et donc, on avait dit que pour mathématiques, là, on utilisait une seconde ellipsoïde. Donc, tout simplement, pour donner une différence, ça. L'autre, il a dit altitude et référence géoïde. C'est bon? Donc, hauteur et référence quoi? Ellipsoïde ou la sphère. C'est bon? Voilà. Donc, quand vous allez entendre parler de hauteur, sachez, surtout dans le domaine où vous êtes là, voyez plutôt comme une référence qui a été prise à partir de l'ellipsoïde. C'est bon? Et quand on va vous parler d'altitude, voyez automatiquement le. Alors donc, après Isaac Newton, on va arriver près de 2000 ans plus tard, on va avoir ces messieurs-là, ils ont tous les noms. Snellman, qui va remplacer la mesure directe, c'est précise, parce que la mesure directe, plus on va loin, et vu la spéricité de la Terre, le fait que la Terre soit sphérique, plus quand on est proche, la mesure directe, il n'y a pas de souci. Mais plus on va loin et que la courbure de la Terre commence à se faire sentir, il y a un problème qui commence à apparaître avec donc, les mesures directes. Parce que c'est vrai que nous sommes tout près ici,
Mais si on suppose qu'on va assez loin, qu'il y a assez, c'est tu as mesuré l'autre point que tu veux mesurer, tu ne vois plus. Et là, il y a une notion très importante qui va arriver, c'est la triangulation. Donc ça, c'est de la trigonométrie. Moi, je n'ai pas trop d'identité de M. qui va expliquer. Ok, donc dans triangulation, on a quoi? La triangle, c'est bon. Et triangle, c'est 3 côtés. Donc, triangulation, on va mesurer un point, on mesure un autre point, mais si je mesure ici, que je viens comme ça, qu'est-ce que j'ai fait pour mesurer un point? Je fais quoi? Je suis ici. Je mesure un point et je viens prendre un autre point. Je fais quoi? Un angle. C'est bon? Donc, la notion de triangulation fait intervenir des angles plus la distance pour déterminer la position. C'est bon? Donc, on va utiliser des angles et des distances pour déterminer la position d'un point. Donc, c'est ça la triangulation. Donc, une fois qu'il a déterminé un côté, avec l'angle, je peux déterminer l'autre côté. C'est bon? Et ça, je pense qu'en terminale, si on parle de, on a, en se connaissant 3 côtés d'un angle et 3 côtés d'un triangle, avec un angle, on peut déterminer 2 autres angles. Avec un angle et 2 côtés, on peut déterminer l'autre, le 3e côté, et ainsi de suite. C'est bon? Donc, c'est ça la notion de triangulation. Comme pour ça a dit, la preuve en est même que, en terminale, quand on parlait de DDS, c'est bon? Lorsque nous sommes sur un cercle et qu'on prend une petite distance, on a l'impression que nous avons une droite. Bon, au fur et à mesure qu'on va prendre une longue distance, on va sentir la célicité. Là, c'est pareil avec ça. Bon, la notion de triangulation est venue à partir de là. On va mesurer une longue distance. Donc, on va sentir le rayon, on va sentir l'arc. Donc, pour éviter ça, on va mesurer les sommets de points qui sont bien visibles. Donc, on mesure avec certains appareils trigonométriques, tels que tachyomètre ou encore un théodolite, pour déterminer la distance, l'angle, et ça nous donne la position de l'autre point, d'où la notion de triangulation. On veut dire, vous parlez quoi? Que vous avez donné la notion, la définition de la triangulation, il n'est pas bien que vous avez dit que c'est l'utilisation des zones. Les distances et la position. Donc, par position, il faut comprendre l'ordre. D'accord. Alors, donc, si, comme je l'ai toujours dit, il y a des liens pour certaines documentations. Si vous pouvez aller le lire, que vous partez si c'est ici encore, vous lisez. Et s'il y a des complications, les parties là, vous pouvez venir demander. Bon. Si c'était un coup de géomètre expert là, bon, peut-être. Voilà, on allait aller en compliqué. Bon, voilà. En fonction de choses de la spécialité, on ne va pas trop. Alors donc, il y a, comme je l'ai dit, il y a ce truc-là où vous pouvez avoir des ressources, hein, lire, essayer de comprendre certaines choses. Ça va? Alors, ici, c'est juste le résumé. On va commencer, comme je l'ai dit, il y a très longtemps, on a vu combien de avant Jésus-Christ, on estimait que c'était un disque. C'est bon? Ensuite, dans l'Antiquité, on va arriver au fait que ça soit une sphère. Et puis, un sphéroïde, c'est-à-dire en haut comme en bas, c'est plate, aplati. Et à la fin, maintenant, on va comprendre qu'on va arriver au fait que ce soit un géoïde. Donc, vous voyez le géoïde, cette forme avec les altitudes qui sont dessus. Moins 100 à plus 115. Donc, il y a eu toute cette période-là pour arriver où on en est. Et je le dis, il y a eu des morts, il y a eu des têtes coupées, parce que on arrivait pour comprendre que c'était aussi de la politique et de la religion, parce qu'avant, la religion était très forte. Et les religieux, même si eux-mêmes ils savaient que c'était un peu vrai, ils ne voulaient pas que l'opinion, tout le monde se dise que cette terre est tout petite par rapport donc, au soleil, qui est très grand. Mais bon, à la fin. Alors, on va aller rapidement au niveau des satellites.
Ça va? Bon, je vais chercher mon chargeur, ça sera la pause. Maintenant, si tu as un câblage, ça va être chose à dire. Non, il pose, il ne pas parler, c'est pause. C'est pause pour moi. Vas-y. Ok, donc, on avait commencé un peu avant d'entamer les cours. Je demandais c'est quoi la géodésie spatiale, ainsi de suite, c'est bon? Donc là, nous sommes arrivés à l'ère spatiale, à l'ère de la révolution de la géodésie. Vous savez au début, donc s'il y a la géodésie spatiale, c'est que quelque part d'autre, on a la géodésie terrestre. C'est bon? Et ce qu'on a vu jusqu'à là, avant ça, c'était la géodésie terrestre. C'est bon? La géodésie est très vaste. On a la géodésie mathématique. On a l'astrogéodésie, on a la géodésie spatiale. C'est bon? Donc, comme je dis, en fonction de spécialité, il y a des choses qu'on ne peut pas. Donc, je vais faire mathématiques là. On ne va pas voir ça, on va parler juste de quelques notions au niveau de la géodésie terrestre. C'est bon? Quelques notions. Astronomie de position, c'est pas la peine. Et puis, on va parler maintenant de l'ère spatiale. Donc, l'ère qui va révolutionner le monde. Donc, on va lancer des satellites dans l'espace à partir du XXe siècle. On va lancer des satellites. Comme je dis toujours, un satellite, on le lance parce qu'il y a une mission. C'est bon? On lance un satellite pour étudier quelque chose. Donc, soit pour étudier des phénomènes naturels, ou soit pour pouvoir s'orienter. Aujourd'hui, là, tout le monde est smartphone. Lorsqu'on va quelque part qu'on ne connaît pas, je dois entrer l'adresse, automatiquement, on a la géolocalisation. Et il te donne le chemin. C'est bon? Et donc, tout ça, c'est la technique de la géodésie à travers les satellites. Donc, le lancement des satellites va vraiment révolutionner l'ère de la géodésie, cette science-là. Donc, déjà, les premiers qui vont lancer les satellites, ce sera qui? Les Russes. Pas les Russes, les Soviétiques. Voilà. Parce que la Russie, c'est depuis 91, 90, après la dissolution du bloc du mur de Berlin. C'est bon? Donc, c'était les Soviétiques, l'URSS. Donc, ils vont lancer Sputnik 1. Ils vont lancer Sputnik 1 qui a juste testé. N'oublions pas que déjà 57, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'histoire? On était en pleine guerre froide entre le bloc soviétique et le bloc de l'Ouest. C'est bon? Le bloc américain et ses alliés. Donc, il y avait l'équilibre de la terreur. Chacun voulait conquérir. Celui qui arrive à conquérir l'espace, automatiquement devient maître du monde. Puisque tu as bombe atomique, j'ai bombe atomique. Tu as bombe H, j'ai bombe H. C'est bon? Donc, le seul moyen de pouvoir faire taire cette équilibre de la terreur-là, c'était la conquête de l'espace. Donc, chaque bloc va envoyer dans l'espace ses satellites, d'où le premier en 57, avec Sputnik 1, qui, lui, avait une mission bien précise pour étudier certains phénomènes. Donc, après Sputnik 1, il y a eu... Merci, là, ça passe pas. Donc, comme il dit, la course à la conquête de l'espace et révolution des techniques de levée géodésique pour l'utilisation des satellites artificiels. J'avais dit au départ qu'un satellite, c'est quoi? C'est un objet conçu par l'homme, lancé dans l'espace, qui va graviter autour de la Terre pour étudier des phénomènes que l'on va utiliser pour pouvoir se repérer ou fournir des informations sur un espace. Donc, à avoir cette définition aussi, on rentre dans la télédétection. Puisque la télédétection, c'est quoi? C'est l'étude d'un phénomène en contact direct avec l'objet. Oui. Si on parle de satellite artificiel, concrètement, qu'est-ce que c'est? Artificiel a été créé par l'homme. Les satellites naturels, on avait au départ la Lune, le Soleil, la vie, les étoiles, c'est bon. Par contre, par satellite artificiel, c'est toujours bon. C'était créé par l'homme. On a envoyé dans l'espace. On va graviter autour de la Terre qui va fournir des informations.
soit des images, ou qu'on pourrait utiliser pour pouvoir se projeter. Donc, après, on a les Américains qui est Explorer 1. Eux, ils ont lancé en 58. Donc, lui, son but, comme je dis, on lance un satellite parce qu'il faut lancer un satellite. On lance un satellite pour étudier des phénomènes bien précis. Donc, lui, c'était à but scientifique. Donc, on a lancé Sputnik 1. Après, on a Diapason, qui est pour les Français. Mais avant Diapason, j'ai lancé Astéris. C'est bon? Et donc, Astéris a été lancé sans grands équipements. C'est-à-dire que ce n'était pas un satellite qui avait une mission. Parce que tout le monde a lancé, bon, il n'a pas lancé. Et après ça, ils ont lancé maintenant Diapason. Mais Diapason, c'est le premier satellite géodésique. Ça, il ne faut pas comprendre. C'est le premier satellite géodésique. Non, mais ils ont lancé parce que lui, son but était de pouvoir positionner. C'est bon? Était de pouvoir positionner des points sur la Terre en utilisant les données de ces satellites-là. Donc, par géodésie spatiale, comme je dis, en fonction de la spécialité, sinon pour les domaines, la géodésie spatiale, on va utiliser la géodésie spatiale pour pouvoir positionner avec exactitude un point. C'est bon? Tout en minimisant ces erreurs. Donc, moi, j'aime bien dire, quand je parle de positionner, automatiquement, je fais allusion aux notions de coordonnées. C'est bon? Quel type de coordonnées? Coordonnées géographiques. Donc, longitude et la latitude. Donc, il faut connaître cette définition-là. La définition de longitude et de latitude. C'est bon? Longitude en diète. Mais je oublie même. Comment est-ce qu'il varie la longitude? Je ne pas dire comment est-ce qu'elle varie la longitude. Oui, la longitude. Comment est-ce qu'elle varie? Oui. Est en ouest, à partir du méridien, les autres. Ah, ça fait bien. Comment est-ce qu'elle varie? Oui. Elle varie de façon horizontale. De façon horizontale. D'est en ouest. D'est en ouest. Et d'ouest en est. C'est bon. À partir du méridien d'origine. Il y a un repère, zéro. On appelle ça zéro. Oui. Le méridien de Greenwich, c'est le méridien zéro. Maintenant, derrière le méridien, ça va en moins 1, moins 2. Et devant le méridien. Ça va en moins 2 jusqu'à 10. Donc, on a derrière la différence. À l'est, à l'ouest. Ah. C'est toujours avec ça qu'on définit les fuseaux. Oui, c'est vrai, à partir du méridien d'origine, on définit les fuseaux horaires. Le méridien de Greenwich, on définit des fuseaux horaires. Effectivement, ce que vous avez dit, c'est juste, mais il faut ajouter quelque chose. C'est bon, d'est en ouest, c'est vague. J'ai dit comment est-ce qu'il varie? Il varie d'est en ouest et d'ouest en est. Il varie aussi comme ça. C'est bon, l'autre a dit de manière horizontale. Mais comment? Ce sont des valeurs, en fait. C'est bon? Donc, est-ce qu'il varie? L'autre a dit 90 degrés. Ah, c'est là j'ai tiqué. C'est bon? Mais est-ce qu'il varie de 90 degrés? Toi, tu as dit horizontal. Donc, il varie comment? Quelles sont les mesures? Il varie d'est en ouest de 180 degrés à moins 180 degrés. C'est bon? D'est en ouest, plus 180 degrés à moins 180 degrés. Donc, si tu dis d'ouest en est, c'est moins 180 à plus 180. C'est bon? Et la latitude, elle varie comment? Oui. Elle varie de l'équateur à l'as de 0 à 90 degrés. C'est bon? Et de 0 à moins 90 degrés vers le sud. Pareil aussi pour le méridien, soit de 0 à 180 degrés du méridien origine vers l'est et du méridien origine 0 degré à
moins 180 degrés en ouest. Donc, tout point qui va se trouver sur le méridien origine aura pour longitude quoi? 0 degré, c'est bon. Et tout point qui va se retrouver sur l'équateur aura pour latitude 0 degré. C'est bon? C'est bon, non? Voilà, c'était ce que je voulais apporter comme précision. Donc, au niveau de la géodésie spatiale de ce satellite-là, on va l'utiliser pour pouvoir définir tout ce qu'on va appeler réseau géodésique. Ça, encore, c'est une notion qui est forte. C'est bon? Donc, on va placer à partir de ce point de ce satellite-là, on va définir la position des points qui vont être bien répartis sur un territoire. Et comme c'est le concept qu'on sait, donc ils vont se servir de ce satellite-là pour pouvoir positionner des points sur le territoire. C'est bon? Le professeur avait dit, il avait posé une question, ça varie l'altitude en fonction du lieu où on se trouve. Raison pour laquelle, moi je dis toujours quand je prends mon cours de, je le dis avec les géomètres, je l'ai dit toujours que on n'a pas un ellipsoïde qui est global, qui est unique, c'est bon, mais pour chaque pays, pour le monde, mais on a plusieurs ellipsoïdes pour chaque pays, mais qui correspond au niveau moyen des mots, c'est-à-dire qui correspond au géoïde. C'est bon? Donc, il existe plusieurs ellipsoïdes en fonction de là où on se trouve pour pouvoir déterminer la position d'un point. Mais là, j'ajoute maintenant, avec l'avènement de la géodésie spatiale, cette phrase-là, je ne vais pas dire qu'elle est dépassée, mais tout dépend de la technique qu'on utilise. Lorsqu'on va faire de la géodésie terrestre, dans ce cas, il n'y a pas une ellipsoïde unique. C'est bon? Mais lorsqu'on va faire de la géodésie spatiale, dans ce cas-là, on a un seul ellipsoïde qu'on va travailler sur lui de sorte à ce que le centre de cet ellipsoïde qui sera international corresponde au centre de la Terre et que l'axe de rotation corresponde à l'axe de rotation de la Terre et le plan OXZ doit contenir le plan bien origine. C'est bon? Donc, je l'avais dit aussi avant de commencer que pour se positionner à la surface, tel qu'il fallait faire, il faut un système. C'est bon? Donc là va apparaître la notion de système à partir de la géodésie spatiale. Donc à partir de la géodésie spatiale, on va faire ressortir les notions de système. Donc, on a Explorer 1 pour les Américains, on a Sputnik 1 pour les Russes, et puis on a Diapason DA pour les Français. Bon. Depuis 57, environ 8000 satellites lancés en orbite autour de la Terre, dont environ 3000 encore en état de fonctionnement. Ok, effectivement, c'est pas loin de la réalité. Fin décembre 2021, on avait au total 2308 satellites qui étaient opérationnels. Oui. Chacun de ces satellites-là, on calcule les objectifs de cela. Il est pressé. Non, effectivement, encore je dis, moi j'aime bien dire, on ne lance pas un satellite, on a les moyens pour lancer un satellite. On lance un satellite parce qu'on veut continuer une mission. Et en fonction de la mission qu'on veut confier à ce satellite-là, on va définir des paramètres. On va définir son orbite, on va définir son attitude, on va définir ces éléments qui lui caractérisent l'orbite. C'est bon? Par exemple, tu veux étudier un phénomène. Moi, je veux lancer un satellite pour étudier, par exemple, les pôles. Le pôle Nord, par exemple, je dis n'importe quoi. C'est bon? Mais je ne vais pas lui lancer un satellite qui va toujours trouver l'équateur. C'est bon? Il va me fournir quoi comme information? Des informations sur l'équateur. Alors que moi, je vais avoir des informations sur le pôle. Donc, tu vois que d'abord, il faut que je définisse l'orbite. Puisque je veux qu'il gravite autour des pôles.
Donc, il faut définir l'orbite. Maintenant, est-ce que c'est tout le pôle Nord que je vais étudier ou bien une partie du pôle Nord? La preuve en est quand on prend une torche, qu'on se rapproche d'un objet, on voit, nous disons, on a une torche, quand on rapproche la torche, on a l'impression qu'on a un point. C'est bon? Mais quand on s'éloigne, quand on éloigne notre torche, on voit qu'il couvre une grande partie. Donc, il faut définir aussi l'attitude. En fonction de l'attitude, on verra si la partie que moi je vais étudier rentre dans mon canevas ou bien il ne rentre pas dans mon canevas. Donc, il y a certains éléments, on verra ça dans la leçon numéro 2, où l'autre avait parlé de Kepler et autres, ainsi de suite. On verra définir là-bas les caractéristiques de tout. Donc, comme avantage de la géodésie spatiale, on a une meilleure performance. Et puis, on a au niveau de ces satellites-là, différents systèmes de positionnement. Donc, on aura différents types de satellites, des satellites de communication, des satellites de surveillance, d'observation, ainsi de suite, des satellites scientifiques, ainsi de suite. C'est bon? Donc, on va avoir plusieurs types de satellites. Ici, on fait la détection des signaux géomatiques, c'est avoir des images. Donc, on va lancer des satellites qui vont nous fournir des images, soit en temps réel, ou soit qui vont repasser sur un même point 2 jours, ou bien à 3 heures d'intervalle. Donc, il a pris une image aujourd'hui à 18 heures. Donc, 3 heures encore, il doit nous fournir une image sur le même point. Donc, à 21 heures, il doit prendre le point. 24 heures, il prend le point. 3 heures du matin, il prend le point. Il est toujours là. C'est bon? Donc, on a des informations chaque 3 heures sur un même point. C'est bon? On a d'autres signes. Ça peut être chaque 6 jours, chaque 1 jour, et ainsi de suite. C'est bon? Donc, en fonction de ce qu'on veut faire, on va définir tous ces éléments-là. Tous ces paramètres, on va les définir. Donc, oui. Oui. Quand un satellite est lancé et qu'il a pris sa mission, on le laisse dans l'espace où il est. Ça dépend. Tu sais que les gens vivent là-bas. Dans l'espace. C'est qu'ils ont fait des missions. pas la permission. Quand tu vas faire une mission, dans l'espace. Tu vis là-bas pendant 6 mois. Voilà. Donc, tout dernièrement, on avait un Français qui nous donnait de belles images de l'espace. Voilà. Tout dernièrement, pendant la crise en Ukraine, on a 2 Russes et un Américain qui sont partis. Ce sont en ligne, vous nous entendez? On vous entend, prof, mais le son n'est pas très bon. Ok, vous voyez ce qu'il y a sur l'écran? Non, c'est plutôt vous que nous voyons. Il n'y a rien sur l'écran. C'est que c'est coupé. Ce truc-là, vraiment. Combien je vais couper? Tout est parti. Vous voyez rien aussi. Mais ils disent qu'ils ne voient rien. Ils voient rien. Il n'y a rien de partout.
Qu'est-ce que tu veux partager? Qu'est-ce que vous voyez à l'écran? On voit le point de avènement de l'ère spatiale. Avènement de l'ère spatiale, ok. Un instant en ligne. Ok. Qui posait la question? C'est pas que j'ai stoppé. Ici, ça sort, mais ici, là, il n'y a pas cette histoire de arrêter le partage. Ça passe. Ça passe? Ça enregistre? Parce que même tu mets les curseurs, ils ne sortent pas. Ok. Donc, qui avait une question ici là? Donc, j'étais en train de dire que au niveau, avant même de parler du lancement des satellites, ici, l'avènement, c'est juste que au niveau des satellites, on a 3 segments qui sont très importants, que vous devez connaître. On a 3 segments au niveau de la géodésie spatiale. Le premier segment, c'est le segment satellite. Ce segment satellite-là, c'est la base de tout. Comme Benoît dit, segment satellite, c'est le satellite. C'est bon? Et donc, ce niveau-là est dans l'espace. C'est bon? Ça, c'est le segment spatial, constitué uniquement que de satellites. Donc, on va dans ce segment spatial. Vous m'entendez? Non, ils m'entendent maintenant parce que le partage est parti. Moi, ça passe pas. Le partage est parti. Ah, Seigneur Jésus. Mais c'est qu'on ne voit rien ne s'affiche. C'est ici on vient d'abord. Quand tu viens ici. Ah, ok, c'est sorti. C'est sorti maintenant. Ah, pour lui, c'est en bas. Moi, c'est en haut. Vous me suivez en ligne?
Allez, vous me suivez? Oui, on vous- on vous suit, professeur. Ok, merci bien. Donc, je disais, on a le deuxième segment qui est le segment de contrôle. Donc, le segment de contrôle, c'est comme la tour de contrôle au niveau des avions. C'est eux qui vont nous définir, qui vont nous donner l'état de santé du satellite. Donc, on va émettre des ondes vers ces satellites-là et eux, en retour, vont fournir des informations. Donc, le satellite qui ne fournit pas d'informations, on pourra dire qu'on a une défaillance avec ce satellite. Et donc, c'est comme ça, on va contrôler, on va surveiller tous les satellites qui sont lancés dans l'espace. Et puis, enfin, on a le segment utilisateur. Le segment utilisateur, c'est nous. C'est tous ceux qui veulent utiliser un smartphone ou le téléphone pour pouvoir se déplacer et déterminer la position d'un lieu. C'est bon? Donc, voici les trois éléments qu'il faut connaître au niveau de la géodésie spatiale. Segment satellite, segment contrôle et puis segment utilisateur. C'est bon? Donc, comme avantage, c'est ce qu'on a dit. On va lancer des satellites qui auront pour buts différents, tels que les satellites de télécommunication, des satellites de surveillance, d'observation, des satellites scientifiques, militaires, astrophysiques, et so on. C'est bon? Donc, avec comme autre avantage, c'est qu'avec la géodésie spatiale, on va pouvoir mesurer de grandes distances. On n'aura plus besoin à faire de la triangulation, mais plutôt on fera maintenant de la trilatération. C'est bon? On fera de la trilatération. Donc, la trilatération, c'est quoi? C'est qu'on va utiliser les distances pour déterminer notre position. Il n'y a plus à faire d'angle. C'est bon? Donc, j'émets quelque chose, il vient avec une vitesse et il me donne la position. C'est bon, non? Donc, c'est ça la trilatération. Déterminer la position d'un point en utilisant uniquement que des distances. Maintenant, le processus qui se passe derrière pour avoir les valeurs qu'on obtient en temps réel, ça aussi, c'est autre chose. C'est bon? Et c'est ce qui rend encore la géodésie spatiale ou bien la géodésie en fait intéressante. Comme je disais, les choses que je disais là, il y a beaucoup d'intégrales. Mais comme ça, ça ne nous concerne pas, on va rentrer dans ces éléments-là. C'est bon? Donc, avec l'avènement de la géodésie spatiale, on va simplifier tout ce qui est mesure terrestre. On va gagner en temps. C'est bon? Pour faire des travaux. Ensuite, on pourra avoir des coordonnées géodésiques ou géographiques tridimensionnelles. Donc, lorsque vous allez utiliser votre Garmin, l'école du terrain, et vous allez aussi faire pour ça, ici. Lorsque vous allez utiliser votre Garmin, vous allez déterminer X, Y, et puis on va vous dire altitude. Mais ce n'est pas l'altitude, c'est la hauteur. C'est bon, non? Parce que sa référence est donc, il va vous donner une troisième coefficience qui est la hauteur ellipsoïdale. La raison pour laquelle on dit hauteur ellipsoïdale. Parce que sa référence est l'ellipsoïde. C'est bon? Et avec ça, on pourra maintenant, l'avantage qu'il y a, le dernier avantage, ce n'est pas tout le monde que c'est la cité, c'est qui est tellement important. Le dernier avantage, c'est la mise en place ou la réalisation des réseaux géodésiques mondiaux. La connexion n'est pas bonne, descendons partie.
Donc, on va mettre en place des réseaux géodésiques mondiaux qui auront une bonne précision. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par réseau géodésique? Donc, réseau géodésique, c'est quoi? C'est un ensemble de points qui vont se trouver à la surface du globe, donc à la surface terrestre, dont on connaîtra les coordonnées dans un système. C'est ça un réseau géodésique. Donc, un réseau géodésique, c'est l'ensemble des points qui vont se trouver à la surface terrestre, dont on connaîtra les coordonnées et qui seront estimées dans un même système. Dans un même système, c'est très important. Parce qu'on peut avoir des systèmes différents. C'est bon? Et donc, si on a des systèmes différents, dans ce cas, on parlera de réseaux géodésiques. Et ces réseaux géodésiques-là vont être des points d'appui à la détermination ou bien au calage de tout ce qui est image satellitaire. On va vous parler des résolutions temporelles, ainsi de suite, à partir de ça. C'est bon? Donc, pour le géomètre ou pour les géomaticiens en devenir que vous êtes, lorsqu'on va vous demander de télécharger une image, on va toujours vous donner des coordonnées. Mais ces coordonnées-là vont être déterminées à partir des points du réseau géodésique. C'est bon? Parce que ces points du réseau géodésique-là ont été déterminés avec une même précision. Si on a dit la précision ou la détermination de ces réseaux géodésiques est de 1 cm, l'erreur qu'on a commise ou la détermination des coordonnées du point là, c'est de 1 cm. C'est bon? Si on a dit l'erreur pour la réalisation de ces réseaux géodésiques est de 1 mm, ce qui veut dire que on a commis une erreur de 1 mm pour déterminer ces coordonnées. C'est bon? Et donc, en fonction de ça, on pourra déterminer la résolution, tout ce qui est résolution. On vous donne une carte, on vous demande de télécharger une carte, on vous donne ces numéros. Vous téléchargez. Ainsi de suite, je fais comme ça. C'est bon? Oui. Quelle est la différence entre coordonnées géographiques et coordonnées géodésiques? Il n'y a pas de différence entre coordonnées géographiques et coordonnées géodésiques. J'ai dit que ici même, j'ai dit cette il faut remettre là. J'ai trouvé. C'est pourquoi j'ai attendu qu'il commence à voir. Parce que ce n'est pas moi qui le dirige. C'est son cours. Donc, je ne peux pas venir pour. Ce soir, je l'attendais au début pour commencer le cours. C'est lui qui est le procès titulaire du cours. Moi, je suis venu, donc on nous a mis ensemble. Je suis spécialiste de ça. Voilà. Quand il s'est présenté, il a dit qu'il n'est pas, mais voilà, il n'est pas, c'est pas sa spécialité. Il n'a pas fait de géodésie. Et comme quand tu enseignes, on peut t'affecter différentes matières, c'est comme ça la parole. Maintenant qu'il y a un spécialiste, quand il vient, il s'approche. Et il a dit, même avant de commencer, son nom seul est une. C'est la première page. C'est la première page. C'est bon? Donc, c'est un peu ça. Donc, il n'y a pas de différence entre coordonnées géographiques, coordonnées géodésiques, et puis coordonnées géographiques, géocentriques. C'est la même chose. C'est comme coordonnées rectangulaires et puis coordonnées cartésiennes. C'est la même chose. C'est bon? Donc, si on n'est pas les coordonnées cartésiennes, c'est x, y. Coordonnées rectangulaires, c'est x, y. Coordonnées géodésiques, lambda phi. Coordonnées géocentriques, lambda phi. Coordonnées géodésiques ou bien géographiques, lambda phi. C'est bon? Il n'y a pas de différence. Et donc, pour la détermination de ces coordonnées, on va utiliser des appareils. C'est bon? Sinon, si on n'utilise pas d'appareil sophistiqué pour déterminer un point, la position d'un point,
avec les satellites, on commet une erreur de 1 mètre. On commet une erreur de 1 mètre avec ça, voire 2 mètres. Après, quand vous allez utiliser les Garmin, les GPS portatifs, et qu'on va vous demander de repérer un point, lorsque vous serrez, en fonction de la précision du Garmin, lorsque vous serrez dans son rayon, on va vous dire que vous êtes arrivé sur le point. Pourtant, vous n'êtes pas arrivé sur le point. Il vous donne le rayon. C'est bon? Donc, imaginez-vous quand on dit on a déterminé un point avec une précision de 1 mm ou bien de 1 cm, ce qui veut dire que c'est beaucoup précis. C'est bon, non? Donc, toi, quand tu vas arriver dans un rayon de 1 cm, on va te dire que tu es arrivé par rapport à 1 mètre. Donc, tu es dans 1 mètre et tu cherches maintenant ton point. C'est bon? Donc, avec ça, on va utiliser des appareils sophistiqués qu'on va appeler des GPS. Ça signifie quoi? Global Positioning System en anglais. C'est bon? Qui, eux, vont utiliser des satellites. C'est bon? Ils vont utiliser des satellites qui seront appelés NavStar. C'est bon pour tout le monde? Parce que par but de langage, on dit GPS, 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 GPS. On va utiliser des récepteurs GNSS. Parce que GNSS, c'est un ensemble. GNSS signifie quoi? Global Navigation Satellite. C'est bon? Donc, pour ceux qui comprennent le français, là, ils vont traduire système de quoi? Système de navigation global par satellite. C'est bon? Donc, c'est un ensemble. Dans ce GNSS, dans cet ensemble-là, on a des GPS. C'est bon? On a les satellites qui nous fournissent des informations sur le GPS. Et en plus de ça, on a les satellites de la GLONASS. Vous avez parlé de GLONASS? Voilà. Donc, aujourd'hui, on a Galileo, on a Beidou, et ainsi de suite. Mais c'est tous ceux-là qui vont constituer les GNSS. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est bon? Donc, tous ceux-là vont constituer ce qu'on va appeler le global, le système global de navigation par satellite. C'est bon? Donc, j'avais dit que avec l'avènement de la géodésie spatiale, on va utiliser un seul téléviseur international qui sera le WGS 84. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque satellite lancé va utiliser un système de référence. C'est bon? Le seul système de référence international, c'est le WGS 84. C'est bon? Donc, GLONASS est lancé à partir d'un autre système de référence. Beidou est lancé à partir d'un autre système de référence. Galileo est lancé à partir d'un autre système de référence. C'est bon? Par contre, les satellites GPS qui constituent, les satellites NavStar qui vont constituer le GPS, eux sont lancés à partir du système international qu'on va appeler WGS 84, qui lui est devenu international. Donc, peu importe l'endroit où tu te trouves à la surface de la Terre et que tu as un récepteur GNSS, tu peux capter des données issues de satellites NavStar. C'est bon? Vous pourrez voir en Côte d'Ivoire, quand on utilise un GPS différentiel pour la détermination des coordonnées, on voit GLONASS, on voit GPS, on voit Galileo, on voit Beidou, mais dans la détermination proprement dite de la position ou des coordonnées, il va utiliser seulement qu'un seul, qui est le GPS. Parce que les autres, leurs systèmes en fonction de notre position ne sont pas compatibles. C'est bon? Puisque eux, ils ne sont pas internationaux. GLONASS, c'est pour les Russes, donc il est utilisé sur le territoire russe.
C'est bon? Par contre, on voit les satellites issus du GPS. Donc, ça dépend. Si tu veux travailler en utilisant GPS, tu utilises ces satellites. Si tu veux travailler aussi en utilisant GLONASS, tu utilises. Oui. Juste une question. Oui. Alors, nous, on a nos téléphones ici. Dans les téléphones, bon, tout ce qui est position là, ça se fait à partir du GPS. Alors, juste savoir, quand toi, tu arrives, par exemple, tu utilises. Quand tu arrives sur le territoire russe, le téléphone n'est pas obligatoire, tu peux là, ou bien il te donne le choix de GPS. Non, il utilise GPS. Avant, vous n'utilisez pas GLONASS. On utilise GLONASS, mais GLONASS est plus, d'abord, il est limité. Ça, il ne faut pas qu'on le montre. Ce n'est pas comme GPS où on a des ondes qui sont libres. GLONASS, il est beaucoup militaire. Donc, quand on arrive comme ça sur le territoire russe et qu'on veut faire des travaux, le téléphone, pratiquement, va se mettre, c'est le GPS qui va utiliser. Il n'utilise pas les données issues du GLONASS. Donc, tous les géomètres ou bien qui travaillent là-bas, eux, bon, comme je dis, c'est pas, tout dépend des choses, de la spécialité. C'est bon? Voilà. Sinon, on passe d'un système A à un système B. On a des paramètres de conversion. Donc, si vous partez faire des travaux là-bas, quand on vous demande de donner les résultats en utilisant le système GLONASS, que vous voulez utiliser GPS, après avoir fini de déterminer les coordonnées dans le système GPS, c'est bon, vous pouvez convertir ça dans le système GLONASS parce qu'il y a des paramètres entre les deux. Pareil, vous pouvez travailler en GLONASS, on vous demande de donner dans le système GPS pour convertir et vice-versa. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'ellipsoïde de référence internationale, c'est le WGS. C'est bon? Oui. Super. Pour faire la progression, est-ce qu'il y a des logiciels qui sont spécifiques? Des logiciels spécifiques, non, on a calculé. Hein? Oui, on calcule. C'est bon? Ce sont des programmes mathématiques. Hein. Voilà, c'est une exécution des programmes mathématiques. Il y a des formules qui sont là en fonction de certains paramètres. Nous, pas plus tard. Les paramètres à ces formules-là, de programmer. C'est bon? Je ne sais pas si je comprends bien. Quand vous dites les pays internationaux qui ont WGS à 2004, vous voulez faire le don au système international. D'accord. Donc, si c'est le système international, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs satellites qui travaillent pour couvrir toute la Terre entière pour vous donner les informations à un système. Non. Je me dis que c'est un satellite qui va couvrir, c'est-à-dire que toute la Terre pour pouvoir donner l'information de façon internationale. C'est comme ça que je comprends bien. On a dit ici, objectif très divers, système de positionnement par satellite. Donc, on a des satellites de communication. On a des satellites d'observation et de surveillance de la Terre à caractère scientifique. On a mis une parenthèse cartographie, météorologie, océanographie. Militaire, astrophysique. C'est bon. Donc, ce qui voulait dire que d'abord, on a plusieurs classes. Ils ont plusieurs buts. Chacun a sa mission. C'est bon? Mais on lance un satellite par rapport à un système de référence. C'est bon? Et ce système de référence qui est international là, c'est l'ellipsoïde WGS 84. Donc, quand on va lancer un satellite qui aura pour caractère des caractères télécommunications, l'ellipsoïde qu'on va définir là, ce sera l'ellipsoïde WGS. Quand on va lancer des satellites d'observation et de surveillance, on va le lancer à partir d'un système de référence. L'ellipsoïde, ce sera WGS 84. Parce que c'est l'ellipsoïde qu'on a rendu international. On a fait coïncider l'axe de rotation de cet ellipsoïde avec l'axe de rotation de la Terre. C'est-à-dire que cet ellipsoïde a les mêmes propriétés, a les mêmes caractéristiques que
C'est bon? Par contre, si tu veux utiliser les données qui nous proviennent de GONASS, il ne peut pas être international. Parce que l'ellipsoïde qui a été défini par défaut avec GONASS, c'est PZ90. Alors que PZ90 n'est pas une ellipsoïde internationale. C'est bon? Donc, si la Russie veut lancer un satellite pour étudier des phénomènes qui se passent sur son territoire, pourquoi je vais aller lancer ça à partir d'un système international, non, j'ai mon propre système. C'est bon? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit les Russes, que ce soit les Américains, que ce soit les Japonais, que ce soit les Chinois, les Français, tout cela, en matière de l'espace, travaillent de manière conjointe. C'est bon? Donc, on va se faire la guerre ici, mais pour tout ce qui concerne l'espace là, on travaille de manière conjointe. Après, j'ai dit, la Russie est en train de bombarder l'Ukraine. Mais il n'y a pas longtemps, 2 Russes plus 1 Américain sont partis dans l'espace. Là, je voulais juste poser une question. Plus au début de la guerre de la Russie, c'est les Américains, bien les Russes, menaçaient de faire partie, comment dirais-je, leurs astronautes. Et puis la Russie menaçait d'enlever de son moteur. Voilà. Pour la station spatiale, le moteur qu'on utilise. Donc, a décidé d'enlever ce moteur. Donc, les autres étaient en train de prospecter pour voir quel est le moteur qu'on allait utiliser. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Ils ont fini par s'entendre. Ils ont fini par s'entendre, tu sauras partie. C'est bon? C'est comme en 2014. On prend des sanctions sur la Russie. Mais en 2014, on lance automatiquement aussi les recherches sur Mars. Mais ces recherches sur Mars-là, c'est dans mon université, on faisait ça. Il y avait Américains, il y avait Allemands, il y avait Russes, il y avait Japonais. Maintenant, tu le vois, ils viennent et puis la porte, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font derrière. Ils mettent bien, ils lancent. Ils ont mis dessus Agence spatiale, recherche sur Mars. Et puis, ils lancent là-bas. C'est bon? Maintenant, il y a sanction sur eux. Donc, c'est pour dire que tout ce qui concerne l'espace, tout le monde travaille ensemble. C'est bon. Donc, quand on va lancer un satellite qui aura pour but de déterminer la variation de la marée au niveau de l'océan Indien ou bien sur tout le globe terrestre, mais il faut, lancer le satellite à partir d'un référentiel. C'est bon? Puisqu'il faut produire une carte. La carte, il faut une référence. Sur la carte, on a des coordonnées. Ces coordonnées, on les prend par rapport à quel système? On le prend par rapport à un système international. Donc, c'est à partir de ce système international. Et on a mis en place des réseaux géodésiques. On s'appuie sur les points du réseau géodésique pour déterminer les coordonnées de notre carte. C'est bon? Donc, qu'est-ce que les réseaux géodésiques? On a dit c'est un ensemble de points qui couvre l'ensemble d'un territoire donné et réparti dans un ordre précis et connu en coordonnées géographiques cartésiennes, planes et altimétriques. Bon. Ici, on va parler de combinaison de systèmes. C'est bon? On va combiner des systèmes. Donc, pour un réseau géodésique qui est un ensemble de points, si on décide ce point-ci de déterminer ses coordonnées, on décide d'utiliser la coordonnée géographique pour ce point-là. Donc, pour l'ensemble, on va déterminer leurs coordonnées géographiques. On ne va pas dire, bon, OK, lui, on détermine ses coordonnées géographiques, et puis les autres, là, on va déterminer cartésienne, 2 dedans, et puis 3 dedans, on va déterminer plane. Non, c'est pour l'ensemble. C'est qu'on a dit un seul système, dans un même système. C'est bon? Soit on décide tout en coordonnées géographiques, tout en coordonnées cartésiennes, tout en coordonnées planes, ou tout en latitude. Mais on peut combiner. On peut déterminer les coordonnées géographiques d'un point, de ce point-là, et on détermine son latitude. Donc, le point 2, coordonnées géographiques, on détermine son latitude.
Donc, pour chaque point, on détermine le type de coordonnées qu'on veut associer et puis son attitude. C'est bon? Mais on ne mélange pas. On ne va pas crier pour dire, toi, pour m'apprendre tel type de coordonnées, et ainsi de suite. Donc, voici un réseau géodésique. Et comme on dit, à partir de lui, on s'appuie pour déterminer d'autres réseaux qui seront à l'intérieur. Donc, au fur et à mesure qu'on